Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Une partie de l'opposition ivoirienne mobilisée contre le projet de nouvelle constitution. Elle demande le retrait du texte qui doit être soumis au référendum populaire ce 30 octobre 2016 et appelle à une nouvelle manifestation ce samedi 22 octobre. Au Mali, le comité de suivi de l'accord a tenu sa 12e session ordinaire à Bamako les 19 et 20 octobre 2016, conformément aux dispositions et suivant de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Ancien chef de guerre, désormais responsable d'ONG, Joshua Milton Blahi s'est reconverti pour parler de paix et contribuer au développement de son pays, le Libéria. Le Front du Refus, la coalition de partis opposés au projet de la nouvelle constitution ivoirienne, appelle un nouveau rassemblement ce samedi 20 octobre 2016. Après avoir été dispersés ce jeudi 20 octobre, les participants entendent protester de nouveau contre ce texte qui doit être soumis au référendum le 30 octobre 2016. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conin. L'opposition ivoirienne plus que jamais déterminée à faire échec au projet de nouvelle constitution du pays. Réunis au sein du Front du Refus et du Code, collectif de l'opposition démocratique, les partis politiques d'opposition ont tenté de marcher de la commune d'Adjamé à la place de la République dans la commune du Plateau. Interpellés Manu Militari, les leaders de l'opposition ont été tous relâchés selon le responsable de la communication du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour les opposants, la répression de la marche n'entame pas la détermination à combattre le projet de nouvelle constitution jugé inopportune. Nous sommes partis d'abord pour montrer au peuple de Côte d'Ivoire que la constitution là c'est notre sang et qu'on ne peut pas ruser avec le peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous avons été réprimés. Ce n'est que le début. Le combat ne fait que commencer. Et nous irons quand même, nous ferons tout pour obtenir le retrait de ce texte-là. C'est notre droit à nous de manifester pour dire non à cette constitution que M. Ouattara veut nous imposer. En fait, nous sommes dans une monarchie et pour pouvoir rendre légale la monarchie, il veut la constitutionnaliser, donc une monarchie constitutionnelle. Et nous ne pouvons pas autoriser cela. Pour les partis de l'opposition ivoirienne, la nouvelle constitution, voulue par le président de la République Alassane Ouattara, consacre un recul de la démocratie en Côte d'Ivoire. En plus de remettre en cause les acquis démocratiques, elle instaure de nouvelles institutions jugées inutiles et budgétivores. Il propose 2 bulletins. Ce que nous avons obtenu depuis des luttes, à arriver au bulletin unique pour que la démocratie soit. Et c'est la CEI. Et c'est le gouvernement. Et on nous impose deux bulletins. Nous savons ce qu'il y a derrière 2 bulletins. Vous avez déjà un Parlement qui n'a pas grand-chose à faire puisque le gouvernement le domine complètement. Il va ajouter une seconde chambre au Parlement qu'il appelle Sénat, dont il va nommer lui-même le tiers, et les 2 autres tiers seront élus à un suffrage indirect, donc par des maires et des députés issus de son sérail. Donc c'est lui il multiplie le Parlement, il dilue le pouvoir du député et du parlementaire et il renforce le sien. Les partis membres du Front du Refus et du collectif de l'opposition démocratique projettent un meeting le 22 octobre à Yopougon. Objectif, mobiliser la population contre le projet de nouvelle constitution soumis à référendum le 30 octobre 2016. Une cinquantaine de pertes en vie humaine dans le déraillement d'un train au Cameroun. Le train bondé en raison de l'interruption du trafic routier entre les 2 plus grandes villes du pays. Yaoundé et Douala transportaient quelques 1300 voyageurs. Un premier bilan non officiel fait état de 55 victimes et 600 blessés. On écoute le ministre de la Communication, Bakaris Chiroma, à ce propos. Ce que je peux vous dire sans risque d'être démenti, c'est qu'il y a eu des morts et des blessés. Aussi longtemps qu'on n'aura pas procédé à l'examen de la situation wagon par wagon, tous les chiffres qu'on vous donnera, aussi bien du point de vue des blessés que des morts, sera aléatoire. En revanche, en vous disant qu'il y a eu des morts et des blessés, c'est les faits. Maintenant, nous avons déployé sur place, le gouvernement a déployé sur place tout ce qu'il faut. Du point de vue de la société civile, du point de vue du gouvernement, du point de vue des forces de défense et de sécurité. Nous avons mutualisé, mobilisé tous les moyens pour que les victimes reçoivent, les blessés reçoivent
les traitements adéquats, les soins adéquats. Maintenant, quant aux morts, évidemment, nous avons réquisitionné évidemment des ambulances pour récupérer les corps et puis les amener dans des morgues éventuellement. Camrail a dépêché donc des trains pour récupérer les blessés, pour récupérer ceux qui sont restés sains et saufs, pour donc les amener à destination. Qu'il s'agisse de Douala ou de Yaoundé éventuellement. Au Mali, le comité de suivi des accords d'Alger s'est réuni à Bamako les 19 et 20 octobre 2016. La deuxième session a regroupé le gouvernement malien, les groupes armés de la coordination des mouvements de l'Azawad, la plateforme, la MINUSMA et la communauté internationale. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Au Mali, la 12e session ordinaire du comité de suivi des accords d'Alger s'est tenue à Bamako du 19 au 20 octobre. Sous la houlette de la communauté internationale, le gouvernement malien ainsi que des représentants de la plateforme et de la coordination des mouvements de l'Azawad ont fait un bilan des avancées sur le terrain. Le décret de nomination des autorités intérimaires adopté en Conseil des ministres est une avancée notable selon les membres du comité. Au sortir de cette 12e session, tous affichent leur satisfaction. Je pense que ce qui fait un peu la fierté et la chance de cette 12e session du CSA, c'est qu'au niveau de la commission politico-institutionnelle, on a réussi, nous les partis au processus, c'est-à-dire la plateforme, la CEMA et le gouvernement du Mali, quand même, au moins ça a démontré que tout le monde sont de bonne volonté pour aller vers la mise en place des autorités intérimaires. Globalement, je peux dire que cette session a été quand même positive, en ce sens qu'elle a courageusement posé ses difficultés et tout le monde était d'accord qu'elles sont surmontables dans des délais très très courts afin de permettre la mise en place de ces autorités intérimaires. La situation sécuritaire dans le nord du pays, mais aussi quelques divergences dans le choix des autorités intérimaires préoccupent le comité de suivi des accords. En effet, le choix des autorités intérimaires a suscité des mécontentements au sein de certains groupes armés qui s'estiment exclus. Il est hors de question que le CSA s'immisce dans des questions d'ordre interne au mouvement. Il est là pour encourager, pour aider à trouver des solutions, mais il ne pourra jamais suppléer au mouvement eux-mêmes pour trouver ces solutions. Le comité de suivi demande à la CEMA d'honorer son engagement à déposer la liste pour la mise en œuvre du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité. Les patrouilles mixtes fortes de 600 hommes répartis équitablement entre les forces armées maliennes, la plateforme et la CEMA ne devraient pas tarder à être opérationnelles au vu des attaques quotidiennes de groupes terroristes. Au Libéria, Joshua Milton Blahi a été un chef de guerre pendant la bataille de 1989 à 2002. Aujourd'hui reconverti, il est à l'origine d'une ONG d'aide à l'emploi qui a su insérer 1000 jeunes et anciens combattants. L'ancien chef de guerre parcourt également le pays pour essayer de panser les blessures infligées à travers un message de paix, de pardon et de non-violence. Siamlo, Victoria Sedji. On le surnommait Général Butnicht quand il était encore un chef militaire lors de la guerre civile qui a duré 14 ans au Libéria. Mais aujourd'hui, Joshua Milton Blahi est un homme qui regrette cette période sombre de sa vie. Reconverti, il officie en tant que prédicateur évangéliste à Monrovia, la capitale. Il a même initié un programme d'aide à l'emploi au sein de l'ONG qu'il a créé. Son objectif, réinsérer les jeunes désœuvrés, des enfants soldats pour la plupart. Pour Blahili, les choses peuvent changer dans le bon sens pour rendre la vie meilleure. La preuve, il est aujourd'hui un évangéliste parce qu'il est sorti du côté obscur. Il a certes fait les pires choses, mais à présent, il souhaite guérir les blessures infligées à la jeunesse de ce pays. Personnellement, j'ai été touché par son discours. Au plus profond de moi, je sentais la sincérité dans ses propos qui ont atteint mon âme. I felt the sincerity of what he was saying. L'ONG de Joshua Milton Blahi traverse le pays pour parler de la non-violence. Ce sont 1000 jeunes dans le pays que le programme a pu former dans l'agriculture et la maçonnerie depuis 2007.
Blahi souhaite ainsi apporter sa pierre à la réduction du taux de chômage des jeunes, estimé à plus de 50% au Libéria. Mais son initiative, qui a obtenu l'adhésion de plusieurs personnes, est ralentie par des difficultés de financement. We need 8 billion for staff quarters, so that make it 40. Nous avons besoin de 8 bâtiments pour loger le personnel. Cela fait donc 56 unités. Ensuite, nous avons besoin de 8 salles de classe pour leurs différentes formations. Mais le plus important, c'est la clôture qui nous coûtera $1,50 million américains. But the major thing is the fence that is costing us $1,050,000 United States dollars. Même si la justice libérienne n'a pas encore dit son dernier mot sur son histoire, rien n'empêche Blahi de s'investir pleinement dans son nouveau combat. En 2008, il avait été le premier ancien chef de guerre présent au Forum Vérité et Réconciliation lancé par le gouvernement d'Ellen Johnson Sirleaf, un forum à l'issue duquel cet homme de 45 ans avait été recommandé pour l'amnistie. Et le gouvernement ivoirien veut lutter plus efficacement contre la cybercriminalité. Plusieurs mesures ont déjà été prises, parmi elles la mise en place d'une unité de lutte contre les escroqueries et des résultats positifs ont déjà été enregistrés. Habib Faye. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la cybercriminalité continue d'alimenter les débats. Conscient du danger que représentent les cybercriminels pour le pays, le gouvernement ivoirien a pris une série de mesures. Parmi elles, la création en 2014 d'une unité de lutte contre les escroqueries opérée sur le web depuis le territoire ivoirien. Le pays serait sur la bonne voie pour mettre hors d'état de nuire ces cybercriminels. Aujourd'hui, on ne peut plus se livrer à cette activité-là impunément. Les dispositions sont prises à la fois par nos services et par les services de police. Les jeunes, principalement, nous essayons de leur dire que ce n'est plus une voie aujourd'hui pour gagner de l'argent. Si des jeunes ont des compétences, nous les appelons à nous rejoindre. Le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile est passé de 16 millions à près de 25 millions en 3 ans, de 2012 à 2015. Pendant cette période, la population des abonnés à Internet est passée de 20 000 à plus de 9 millions. Diversité qui doit conduire vers une baisse des prix. Avant la fin de cette année, en ce qui concerne le coût de l'Internet de gros et le coût de l'Internet de détail. Certes, le gouvernement ivoirien a fait de nombreux efforts pour mettre fin aux escroqueries sur le web, mais le combat est encore loin d'être gagné. Malgré la vigilance de l'unité de lutte contre la cybercriminalité, certains brouteurs, comme on les appelle à Abidjan, parviennent tout de même à se faufiler à travers les mailles des filets. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.